Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de lecture de Infandum. Nous allons lire aujourd'hui les chapitres 7 et 8. Les ténèbres, épaisses, glacées. Le sol crisse sous son corps étendu à plat ventre tandis qu'elle lutte en vain pour se redresser. Quelque chose lui ligote les bras et les jambes. Elle tremble de peur, de froid, la panique la submerge. Alors qu'elle puise dans ce qui lui reste d'énergie pour crier, une force implacable s'enroule autour de son cou puis se met à serrer, 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 serrer. Et à mesure que la douleur devient indescriptible, que chaque fibre de son organisme tente de trouver un peu d'oxygène malgré l'écrasement toujours plus grand de sa trachée, elle comprend qu'elle a respiré pour la dernière fois, et que chacune de ses actions est désormais précédée de ce mot terrible, dernière. Ses dernières larmes, ses dernières contractions musculaires, ses derniers efforts se succèdent dans l'indifférence de la nuit, jusqu'à voir naître ses derniers espoirs, qui mourront bientôt avec elle et tout ce qu'elle a été, tout ce qu'elle aurait encore pu devenir. Elle s'est évanouie dans une bibliothèque. Anne distingue à présent les rayonnages de livres qui la surplombent. Sa conscience lui revient rapidement, mais elle reste allongée par terre, n'osant croire à la réalité de l'air salvateur qu'elle inspire. La sensation de suffocation ne commence à s'amenuiser que lorsqu'elle se redresse enfin. Elle demeure hébétée quelques secondes, puis sa peur reflue soudain devant une colère plus intense encore. « Saloperie, où est-ce que vous êtes ?» La jeune femme se met à parcourir la pièce telle une bête traquant sa proie, repoussant les meubles, jetant les coussins à bas des fauteuils. Elle scrute angles et recoins à la recherche d'un éclat blanc ou doré. Les traîtres ont disparu sitôt leur méfait accompli. « Montrez-vous ! Venez là que j'écrase vos sales têtes de reptiles dégueulasses !» La porte s'ouvre à la volée. Héloïse semble presque aussi furieuse que sa sœur. « Qu'est-ce que tu fous ici ?» et hurler comme une démente. « Ces spectres et phobies, ils m'ont attaquée. Ils ont essayé de m'étouffer comme lorsque j'étais petite. » Héloïse s'empresse de refermer la porte, puis foudroie sa jumelle du regard. « Arrête de crier, Thomas est juste à côté. Tu vas m'expliquer ce bordel, oui ? C'était quoi ce numéro que tu nous as fait ?»« Je suis désolée, je ne sais pas pourquoi Spectre s'est comporté de la sorte. Il ne s'était pas montré devant quelqu'un d'autre que moi depuis des années. » Anne s'étonne de voir sa sœur rester de marbre. L'apparition du cobra ne semble pas l'avoir effrayée, malgré son extrême agressivité. Elle rétorque d'un ton froid. « Peut-être que Spectre ne se montre devant personne parce qu'il n'y a jamais personne autour de toi. Ce n'est d'ailleurs guère surprenant, étant donné que tu passes ta vie terrée au fond d'un trou à geindre sur ton sort. »« Quoi ? Est-ce que tu te rends compte que tu as passé tout le dîner à nous raconter que ton boulot est nul, que ton appartement est pourri, et que ton existence n'est qu'une suite d'échecs lamentables ? Je ne suis pas sûre d'avoir déjà entendu quelqu'un se plaindre autant. Toi aussi, tu te plains de ton boulot. Mais moi, j'ai des projets, je me bouge le cul et je rencontre des gens pendant que tu restes dans ton coin à pleurnicher et nourrir des obsessions malsaines. Je t'ai averti que tu t'engages sur une route dangereuse avec ta soi-disant étude, et ce qui vient d'arriver en est une preuve flagrante. Je ne peux pas me défendre contre les amadriades en me contentant d'ignorer le problème. Bon sang, Anne, ouvre les yeux, c'est toi le problème. Toi et ton attitude de victime qui se complaît dans ses malheurs au lieu d'avancer. Je t'ai invité ce soir parce que je pensais pouvoir t'arracher à ta spirale de pensée négative, mais on dirait que tu n'as pas envie d'en sortir. Tu ne fais aucun effort. Alors tu sais quoi ? Reste dans ta merde. » Héloïse quitte la pièce sans un mot de plus, abandonnant sa sœur dans un état de consternation. Celle-ci croyait avoir éprouvé les pires tourments avec Spectre, mais le venin de sa jumelle se révèle tout aussi virulent. La violence de ses accusations la laisse sonner, sous le choc de découvrir que pareille cruauté puisse animer la personne qui lui ressemble le plus en ce monde. Cela n'est pourtant pas si étonnant lorsqu'on y réfléchit. Leurs parents étaient cruels eux aussi. Héloïse n'a jamais rompu le contact avec ces êtres ignobles et aura sans doute été contaminée par leur méchanceté. Anne s'interdit de pleurer. Elle sort de la bibliothèque, rassemble ses affaires, repousse poliment Thomas qui veut la convaincre de rester en lui promettant que la suite de la soirée effacera ce qu'il croit n'être qu'une banale dispute. Elle retraverse le jardin bien entretenu sous le regard glacé d'Héloïse qui l'observe depuis une fenêtre. Thomas insiste, la suit jusqu'à sa voiture, tente de comprendre ce qui a bien pu lui échapper. Il va jusqu'à retenir Anne par le bras, mais elle le repousse de nouveau, réprimant un rire amer devant l'expression désemparée du bel Apollon. « Pauvre chou, tu ne dois pas avoir l'habitude qu'une femme te résiste. » Sa Peugeot l'emmène loin de la jolie maison illuminée à la façade hypocrite. La jeune femme s'extirpe de la région parisienne puis s'enfonce au cœur de la nuit, où nul ne pourra apercevoir les larmes sur ses joues. Minuit. Anne est perdue en pleine campagne.
Elle a accidentellement quitté l'autoroute en prenant une sortie qui l'a menée au beau milieu de nulle part. Erreur d'inattention causée par la fatigue, quoique cette explication ne lui paraisse pas très satisfaisante. Rater une sortie par inadvertance peut se concevoir, mais prendre une sortie par inadvertance? La jeune femme ne se rappelle même pas avoir dévié de son itinéraire. Elle a effectué presque la moitié du trajet et peste contre ce détour qu'elle s'est imposé alors qu'il lui tarde de rentrer chez elle pour dormir et oublier cette abominable soirée. Elle fouille dans son sac posé sur le siège passager afin de récupérer son téléphone et mettre le GPS. La route est déserte, monotone dans la lumière agressive des phares. Le reste n'est qu'obscurité. Anne frotte ses yeux rougis pour chasser le sommeil, puis découvre qu'Héloïse lui a envoyé un SMS. Anne, je n'ose pas t'appeler car tu dois encore être sur la route, mais il faut que je m'excuse. J'ai été horrible, je n'aurais jamais dû réagir comme ça. Repenser au monde derrière l'obscurité m'a rendue nerveuse, mais ce n'était pas une raison pour te traiter aussi mal. Rappelle-moi dès que possible, qu'on puisse en parler. La jeune femme supprime le message, programme le GPS, puis revient au bitume qui défile devant le pare-brise. Qu'elle aille au diable, cette conne. Trop tard pour s'excuser. La voiture accélère. Pour qui elle se prend? M'insulter, m'humilier, puis demander pardon une fois que je suis loin? Quelle salope! Le téléphone réclame à nouveau son intention. Anne l'ignore, mais une nouvelle sonnerie suit presque aussitôt. « Tu vas me foutre la paix, oui ?» Elle s'empare de la source de nuisance et constate alors que c'est Cassandre qui lui écrit. « J'ai une super nouvelle! Théromax est revenu. Il vient de m'apparaître dans un rêve hyper intense, j'en suis encore bouleversée. Tu vas pas me croire, mais j'ai fait un rituel pour l'appeler et ça a fonctionné. Je t'envoie une photo de mon œuvre, tu pourras l'utiliser dans ton étude. » L'image arrive un instant plus tard. Anne écarquille les yeux, incertaine de bien comprendre ce qu'elle voit sur l'écran. Qu'est-ce qu'elle a fabriqué? Une décharge électrique la traverse soudain de part en part. La jeune femme lâche le téléphone alors qu'un flash aveuglant explose devant ses yeux, puis que sa vision s'obscurcit brutalement. Elle agrippe le volant en écrasant la pédale de frein. Un cri lui échappe tandis que le véhicule dérape dans un hurlement de pneus, puis finit sa course en travers de la route. Ici. C'est l'endroit parfait. Anne cligne des yeux face aux ténèbres qui ont envahi son cerveau, le souffle court, jusqu'à distinguer un faible halo lumineux. Sa vue se rétablit progressivement, et elle réalise se trouver face à une rangée d'arbres violemment éclairés par les phares. Son cœur bat si fort que c'en est presque douloureux. Il lui faut un moment pour réussir à lâcher le volant auquel elle s'accroche comme à sa propre vie. Elle tremble maintenant comme une feuille. Putain, qu'est-ce qui s'est passé? Était-ce sa propre voix qui a résonné dans sa tête alors qu'elle perdait le contrôle? Il lui semble que oui, mais elle n'en est pas tout à fait sûre. Elle n'est à vrai dire même plus certaine de ce qu'elle a entendu. Ses yeux se posent sur le bras mordu par Spectre plus tôt dans la soirée. Anne sait depuis longtemps que le venin de ce maudit serpent provoque des hallucinations. Serait-il également capable de rester actif plusieurs heures après la morsure? Est-ce l'horrible substance noire qui l'a fait inconsciemment sortir de l'autoroute avant de provoquer l'accident? La jeune femme refuse d'envisager une éventualité si angoissante. Mieux vaut chasser ses pensées et se concentrer sur la fin du trajet pour s'épargner de nouvelles frayeurs. Elle ramasse son téléphone puis l'éteint sans avoir répondu à Cassandre. Cette photo, elle a vraiment massacré un poulet pour invoquer Théromax? Déjà petite, son amie revendiquait avec fierté ses dons de sorcière, quel mot hideux, et ne rechignait jamais à effectuer les rituels les plus étranges. Mais là, tout de même... Anne demeure songeuse alors qu'elle redémarre avec prudence. Elle roule d'une traite jusqu'à Jarville, tenaillée par la crainte de subir une nouvelle crise, et ne se détend qu'une fois enfermée dans son petit appartement. 25 décembre, 10h47. Il est revenu. Mon Théromax a répondu à l'appel. C'était tellement fort que mon cœur palpite quand j'y repense, et j'ai dû attendre ce matin pour écrire le récit de nos retrouvailles car j'étais trop agitée en émergeant de ce rêve d'une rare intensité. J'étais dans une baignoire, mais pas celle de ma propre salle de bain, une beaucoup plus vaste. Je me sentais triste sans trop savoir pourquoi, et m'abîmais un instant dans la contemplation de mon corps. Sur ma peau venaient s'accumuler ces minuscules bulles d'air qui se forment sous la surface de l'eau et s'accrochent à tout ce qu'elles rencontrent, jusqu'à ce qu'un revers de la main les détache et qu'elles remontent vers la surface à toute vitesse. Alors qu'une mélancolie inexplicable m'envahissait face au spectacle de ces petites bulles, j'entendis une voix grave et profonde me demander pourquoi j'étais triste. Théromax venait de se matérialiser à côté de moi. Il se tenait debout contre la baignoire, les pattes avant posées sur le rebord. Son pelage noir contrastait avec le décor blanc de la pièce comme s'il allait en absorber toute la lumière pour la stocker dans ses formidables yeux d'un jaune solaire. Son apparition soudaine ne m'effraya pas, même si je suis toujours impressionnée en sa présence.
Je lui avouai que j'ignorais la cause de mon chagrin, et il suggéra que celui-ci se nourrissait de ma crainte d'être abandonnée, ce qui était vrai. Un sentiment de solitude indicible m'écrasait, me donnait l'impression d'être coincée sous des litres de malheur, tout comme ces bulles d'air piégées au fond du bain. Je demandai à Théromax pourquoi il m'avait laissée seule. Il répondit de manière détournée. « Tu n'es jamais seule. Je suis toujours près de toi, même lorsque tu ne me vois pas. » Il monta ensuite sur la baignoire et me rejoignit dans le bain pour me serrer contre lui. J'avais oublié à quel point il est énorme, une masse monstrueuse, comme si la nuit elle-même venait m'envelopper entre ses pattes. Théromax n'a pas le corps chaud, mais il est très doux. Je l'entourai de mes bras et nous restâmes enlacés quelques secondes, portés par l'eau, nos deux respirations à l'unisson. Puis, sans prévenir, il planta ses griffes dans mon dos, profondément. Je n'eus pas mal. En revanche, j'éprouvais une sensation assez effrayante et me crispais. Théromax me serrait maintenant si fort qu'il était inutile de songer à me dégager de son étreinte, alors je restais immobile en imaginant mon sang couler entre ses griffes puis teinter l'eau de rouge. Le fauve grondait. Un son rauque ancestral, né dans le secret d'une épaisse forêt inconnue des humains. Je sentis ses crocs toucher mon épaule et la peur me saisit, car la morsure d'un jaguar est assez puissante pour percer le crâne d'un caïman. J'étais à la merci de Théromax, incapable de bouger. La seule chose que je puisse faire pour m'échapper lorsqu'il devient agressif, c'est me réveiller, car il ne peut pas me suivre en dehors du monde onirique. Je ne m'arrachai pourtant pas immédiatement à ce rêve. Malgré le grondement sauvage dans mon oreille, malgré la sensation des griffes et des crocs qui me transperçaient, j'étais heureuse d'être auprès de mon totem. Je t'aime, Théromax. Tu es ma lumière au cœur des ténèbres. Je serai toujours à toi. Un soleil radieux illumine le panneau de bienvenue surplombant l'entrée du parc zoologique, qui vient de rouvrir ses portes après la fermeture hivernale. Non loin, une seconde pancarte annonce en grande pompe les dernières naissances via une sélection de photos d'adorables bébés de différentes espèces. Anne tarde à trouver une place sur le parking déjà presque complet, où Cassandre se hâte de la rejoindre. « Salut! Prête pour une incroyable journée dans le monde fabuleux des animaux ?» Je suppose. Il y a beaucoup de monde. Normal, c'est les vacances scolaires. J'ai demandé que tu puisses rentrer avec moi. Les deux jeunes femmes longent la file d'attente s'étirant devant les caisses, puis s'en éloignent pour se diriger vers l'entrée du personnel. Anne éprouve une fierté puérile en sentant les regards de tous ces visiteurs lambda qui piétinent dans le froid, tandis qu'elle s'arroge le privilège de passer sans attendre ni payer. Elle-même éprouve cependant une pointe de jalousie en découvrant le lieu enchanteur au sein duquel travaille son amie. Rien à voir avec la triste usine de pondeuse. Une débauche de couleurs et de végétation accueille le public dans une atmosphère pétrie d'exotisme de pacotille. Masques tribaux et peintures artisanales créent un décor pour le moins kitsch, mais remplissant parfaitement sa fonction de dépaysement à moindre coût. Anne et Cassandre s'arrêtent devant une statue de rhinocéros trônant au centre du carrefour d'où partent les allées principales. « Par quoi tu veux commencer ? On aura le temps de tout visiter ensemble comme je suis en congé, mais le zoo est vaste, donc il ne faut pas trop tergiverser. » J'ai bien envie de voir Maya depuis le temps que tu m'en parles. Ah oui, trop bonne idée. En plus, elle est assez active le matin. De nombreuses familles encombrent les sentiers et s'agglutinent devant les enclos. Leurs rires et leurs disputes rappellent à Anne la fatidique soirée de Noël chez sa sœur. Héloïse a fini par lâcher l'affaire en constatant que sa jumelle filtrait systématiquement ses appels et ignorait ses messages. Celle-ci souffre de sa propre obstination à refuser toute forme de réconciliation, mais ne peut se résoudre à accorder son pardon. Ne serait-ce que parce qu'elle a honte de n'avoir pas su riposter et craint de subir un nouvel échec en affrontant sa sœur une seconde fois. Aucune importance, je n'ai pas besoin d'elle. Cassandre me comprend beaucoup mieux. Une marche rapide et l'utilisation de quelques raccourcis leur permettent d'arriver devant l'enclos de Maya avant le gros de la foule. Anne l'analyse avec son regard d'éthologue et le juge correct, bien qu'encore améliorable. La face nord se compose d'un haut mur couvert de plantes grimpantes, encadré par deux sections clôturées dignes d'une prison de haute sécurité. Sur la face sud, au bord du chemin, une immense vitre offre la possibilité de photographier le jaguar sans être embarrassé par du grillage, et même de le voir nager sous l'eau grâce au bassin aménagé à cet endroit. Encore faut-il que l'animal daigne se montrer. La végétation a beau être clairsemée en cette saison, Anne n'aperçoit aucune trace du félin de 100 kilos. Cassandre la laisse chercher 1 ou 2 minutes avant de lui désigner un buisson au fond à droite. La jeune femme doit se concentrer pour enfin repérer, au cœur du feuillage, quelques rosettes noires sur fond doré. Je ne l'aurais jamais trouvé. Son camouflage la rend pratiquement invisible, c'est fou. Elle adore s'installer à cet endroit pour se reposer. Mais c'est dommage, je croyais qu'elle serait en pleine activité.
Les deux spectatrices patientent un moment dans l'espoir que le fauve se redresse. En vain. Maya ne leur octroie rien d'autre que cet infime aperçu de son flanc. On reviendra la voir plus tard. Je vais te montrer la volière des aras, elle est super cool. On peut rentrer à l'intérieur avec les oiseaux qui volent juste au-dessus de nous. Une troublante impression de familiarité s'empare d'Anne lorsqu'elle pénètre au sein de la gigantesque volière, où des dizaines d'oiseaux exotiques évoluent dans un foisonnement de verdure. Le vacarme conjugué des perroquets et des enfants s'avère assez similaire à celui qui règne dans le poulailler-usine. La jeune femme complimente cette spectaculaire installation, sa voix à peine audible dans le brouhaha général. Cassandre paraît habituée au concert des oiseaux, mais affiche une exaspération marquée lorsqu'un enfant la bouscule. Si on pouvait aussi les mettre dans des enclos, ceux-là. Au début, j'espérais que les parents se chargeraient de calmer leur progéniture, mais j'ai découvert qu'ils sont souvent pires que leurs gosses. Ils doivent être nerveux en ce moment. Pourquoi ça? Tu n'es pas au courant des actualités? Ah, tu parles de la gamine qu'on a retrouvée morte dans la Marne? C'est plutôt bon signe, pourtant. Bon signe? Le tueur change de région à chaque fois. Maintenant qu'il a frappé dans le Grand Est, il va chercher un autre endroit. Les enfants d'ici sont donc théoriquement moins en danger que ceux du reste de la France. Tu penses qu'on a bel et bien affaire à un tueur en série? Évidemment, regarde un peu le profil des victimes. Des fillettes entre 9 et 12 ans, enlevées dans des circonstances quasi identiques le long de petites routes de campagne. Les corps sont toujours coulés au fond d'un point d'eau situé dans une zone boisée et l'assassin utilise systématiquement la même technique de strangulation. Les premiers crimes de ce genre remontent quand même à 3 ou 4 ans. Je ne vois pas comment un dingue arriverait à opérer pendant si longtemps sans se faire arrêter. Ah mais ce type est tout sauf dingue, c'est plutôt un malin. Il a pris soin de laisser de très longs intervalles entre chaque meurtre afin de réduire les risques. Il prend son temps, il est méticuleux dans la préparation de ses attaques. Les deux dernières ne sont pourtant séparées que de quelques semaines. Parce qu'il est devenu accro. Tuer, c'est comme prendre de la drogue. Tu commences tranquille, en faisant attention, ce qui te donne une impression de contrôle. Mais chaque nouvelle expérience provoque un phénomène d'habituation qui émousse le sentiment d'exaltation ressenti la première fois. Plus tu consommes, plus tu as besoin de stimulations puissantes et répétées pour te satisfaire. C'est un cercle vicieux. On dirait que tu maîtrises bien le sujet. Cassandre éclate de rire en vérifiant machinalement le contenu d'une mangeoire installée pour les oiseaux. « Je n'ai jamais pris de drogue, ne t'inquiète pas !» Ce n'est pas tant cette partie-là qui m'inquiète, songe Anne en se remémorant les photos du rituel sanglant que son ami lui a envoyé en guise de cadeau de Noël. En tout cas, reprend Cassandre, il y a une chose dont on peut être sûr à propos de l'étrangleur de fillettes. C'est un mec d'allure banale qui passe inaperçu et inspire confiance. Cette vérité t'est apparue lors d'une de tes séances d'auto-hypnose? Et non, j'ai déduit cela grâce à mes imparables capacités de logique. Premièrement, le mec agit souvent en plein jour, dans des zones rurales où tout le monde se connaît plus ou moins. Or, personne ne se rappelle avoir vu un type suspect dans les communes où les enlèvements ont eu lieu. Soit il est ultra discret, soit il ne retient tout simplement pas l'attention. Je pencherai pour la seconde hypothèse. Jusqu'ici, ça se tient. Secondement, les articles que j'ai lus indiquent que les enquêteurs n'ont pas trouvé de traces de lutte ni de poursuite le long des routes où les gamines ont été kidnappées. Ça signifie qu'elles ont laissé le meurtrier les approcher sans se méfier, car il leur inspirait confiance. Les pauvres petites. Mourir étranglée, ce doit être horrible. Ça me rappelle la façon dont Spectre et Phobie m'ont agressée à Noël. Cassandre, pour sa part, ne semble guère affectée par l'évocation de ces sinistres événements. Elle observe en souriant un aras bleu et jaune qui passe au-dessus de leur tête pour rejoindre ses congénères sur une branche. « T'en es où de ton étude, au fait? Celle sur le monde derrière l'obscurité ?» C'est encore très brouillon. J'ai du mal à établir des relations de causalité entre les différents phénomènes. D'ailleurs, j'ai trouvé un meilleur nom pour désigner le monde derrière l'obscurité. Infandum. Son ami détache son regard des perroquets, puis répète lentement le mot inconnu pour en apprécier la sonorité. Pas mal, j'aime bien. Ça veut dire quoi? C'est un mot latin pour désigner quelque chose d'indicible, d'impossible à raconter. Je l'ai choisi en référence à ce qu'avait dit Mélanie le jour de la ronde, quand je lui avais demandé ce qu'on verrait une fois passé de l'autre côté. Elle parlait de choses qui ne peuvent pas être dites. Ok, je valide Infandum. T'as raison, c'est plus classe et plus rapide à prononcer. Je te propose maintenant qu'on aille voir une autre partie du zoo. Ces sales gamins commencent à me faire regretter que le tueur d'enfants ne soit pas dans le coin. Ne dis pas des choses pareilles en public. Oh, tu sais, je parie que leurs propres parents y ont déjà pensé. Tu pourrais t'attirer des ennuis avec ce genre de propos. Tant mieux, les ennuis, ça empêche de s'ennuyer.